Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Codée 2.0. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue quelques modules Python standard et découvrir leurs fonctionnalités les plus utilisées. On commence. Le module Math nous fournit un accès à de nombreuses fonctions permettant de réaliser des opérations et calculs mathématiques. Les fonctions les plus couramment utilisées, nous allons les voir maintenant. Pour commencer, on doit tout d'abord importer notre module math. Donc, on va commencer par les constantes, parmi lesquelles il y a math.py qui donne la valeur 3,14 environ. Et puis, la constante math.exponentielle pour avoir la valeur exponentielle qui est la constante de Neper, généralement comprise entre 2 et 3. Et puis, la constante nan qui permet d'indiquer qu'il ne s'agit pas d'un nombre, c'est not a number. Donc, essayons de voir ce que ça donne sur la console. Passons maintenant à quelques fonctions issues du module math, parmi lesquelles vous pouvez trouver la fonction qui est cell et qui permet d'avoir l'arrondi supérieur d'un nombre. D'accord, donc essayons de donner ici un nombre décimal, par exemple 18,3. D'accord, la virgule, elle est marquée par un point comme on a vu précédemment. Vous pouvez voir sur la console que ça a donné 19. Donc, si on aimerait avoir le contraire, c'est-à-dire l'arrondi inférieur, il suffit de faire appel à la fonction floor et lui donner en paramètre le nombre en question et ça donne sur la console un 18. Alors ici, on va voir une autre fonction qui est FABS et qui permet d'avoir la valeur absolue d'un nombre. On donne ici un nombre négatif et ça donne le nombre en positif sur la console. Si par exemple, on aimerait nous assurer est-ce que ce qui est entre parenthèses is none, comme on a vu. Alors, la constante none, not a number, si c'est oui, ça donne true, si c'est non, ça donne false. Et puisque moins 18,3 est un nombre, du coup, ça donne false sur la console. Donc, il est possible d'écrire ce qu'on a fait. Alors, d'une autre façon, avoir une variable qui est x et puis par la suite, on fait appel à x. D'accord? Donc, c'est la même chose. Ici, on aimerait mettre la constante none grâce à ce qu'on a vu précédemment. Donc, math.none pour avoir sur la console un true puisqu'il s'agit de not a number. D'accord? Donc, il y a d'autres fonctions que vous pouvez tester vous-même, parmi lesquelles il y a la fonction exponentielle, c'est exp. Il y a la fonction log pour calculer le logarithme. Il y a aussi un tas de fonctions que vous pouvez trouver sur la documentation officielle de Python, donc sinus, cosinus, tangente, ainsi de suite. Donc vous pouvez tester vous-même ces fonctions. D'accord? Donc, il est possible d'utiliser les complexes grâce au module C Math, qui permettra de bien gérer ce type de nombre complexe. Si maintenant on aimerait calculer la racine carrée d'un nombre, il suffit de faire appel à la fonction sqrt du module Math. Le module Random met à notre disposition des outils pour générer des nombres pseudo-aléatoires de différentes façons. On importe le module Random et on pourra tout de même utiliser un alias-nom comme on a vu sur la vidéo précédente. Alors R pour ne pas avoir à chaque fois appelé Random. On met juste un R à la place. Donc ici, on va essayer d'utiliser la fonction random et qui permet d'avoir un nombre aléatoire en float à chaque appel. D'accord?
Donc, comme vous pouvez voir sur la console, si j'exécute, ça me renvoie ce float. Si je réexécute, ça me renvoie un nouveau float. Si, par contre, j'aimerais avoir un intervalle, d'accord, qui permet d'avoir un min et un max, et j'aimerais récupérer un float, je pourrais utiliser la fonction uniforme. Maintenant, si j'aimerais avoir un entier, alors sur un intervalle de 2 jusqu'à 10, j'utilise rand_range. Si par contre j'aimerais renvoyer une valeur parmi une liste que je donne moi-même, il suffit d'utiliser la fonction choice et lui donner la liste, par exemple une liste de couleurs, le rouge, le noir, par exemple le blanc et le vert. Et ça va me renvoyer à chaque fois une valeur aléatoire à partir des valeurs de ma liste. Donc si vous voulez avoir une idée de plus de fonctions du module random, je vous invite à visiter la doc officielle de Python pour en savoir plus. Pour pouvoir effectuer des calculs de statistiques peu complexes, le module statistique est mis à notre disposition. Afin de pouvoir utiliser le module statistique, donc on l'importe tout simplement et on lui donne un alias de nom, cours CST par exemple, qui va nous faciliter la vie. D'accord? Donc ici, on va essayer d'appeler quelques fonctions du module statistique. Par exemple, j'aimerais calculer la moyenne. C'est grâce à la fonction min et je dois donner comme argument une liste des nombres pour lesquels notre module va nous calculer la moyenne. Par exemple, des nombres comme ça qu'on va choisir au pif. Donc 12, 4 et 17 et 20. Et comme vous pouvez voir sur la console, la moyenne a été bel et bien calculée. Pour pouvoir calculer la médiane, il suffit d'appeler la fonction médiane. Si on aimerait avoir la variance, il suffit d'appeler la fonction variance. Et pour calculer enfin l'écart type, donc c'est à travers stdef. Et vous pouvez tout de même en avoir plus de fonctions sur la doc officielle. Le module datetime est le module de référence qui permet de gérer les dates. Il nous fournit notamment des classes date et time qui vont nous être très utiles. Passons maintenant à un exemple. Donc ici, on va essayer d'importer notre module datetime et utiliser un alias de nom dt. Alors ici, on va faire un affichage sur la console. D'accord? C'est pour cette raison qu'on utilise la fonction prédéfinie print. Et puis voilà, ici, on va renvoyer un objet date avec la date du jour. D'accord? Grâce à la méthode today de l'objet date. Donc, comme vous pouvez voir sur la console, ça renvoie la date d'aujourd'hui. Alors, il est possible de créer une variable et de stocker ce qu'on a mis à l'intérieur de print. D'accord, c'est ce qu'on va faire. On va faire un couper, d'accord, couper, coller. On va tout mettre sur la variable today date. Alors, l'idée ici est de pouvoir récupérer une à une les informations d'aujourd'hui. D'accord? Si, par exemple, j'aimerais récupérer juste le jour. Donc, il est possible de le faire en utilisant cette ligne. On va essayer de copier-coller afin de pouvoir récupérer les autres informations, à savoir le mois et l'année. Donc, comme vous pouvez voir sur la console, ça donne les informations qui sont séparées de cette façon. Alors ici, on va pouvoir créer
un objet, d'accord, avec une date qu'on spécifie nous-mêmes. D'accord, l'objet date, on va tout d'abord insérer l'année, puis le mois et puis vers la fin le jour. Comme vous pouvez voir sur VS Code, il nous aide bien à remplir notre objet. Donc on va faire pareil de ce qu'on a fait. On essaie de récupérer alors le rendu sur une variable et puis à l'aide d'un print, on va essayer de récupérer une à une les informations concernant l'année, le mois et le jour. Alors maintenant, on va essayer de créer un objet temps, d'accord, avec le temps spécifié que nous allons donner. C'est grâce à la classe time. Donc, on va essayer de créer un objet time et on lui donne l'heure en premier, puis les minutes et vers la fin les secondes. Donc, il est possible de récupérer les informations séparées comme on a vu pour les dates. On va faire pareil pour le temps. Alors ici, on va essayer d'utiliser la classe datetime qui contient la date et le temps. D'accord? Les deux sont combinés. Essayons d'avoir la datetime d'aujourd'hui. C'est grâce à la méthode today. Donc, et on va mettre un print pour l'afficher directement. Ça donne la date et puis le temps du jour. Comme vous pouvez voir ça sur la console. Il est possible d'utiliser aussi la méthode now, ça donne le même résultat. Et en plus, ça donne même les millisecondes vers la fin. Il est possible de récupérer les informations comme on a vu ici, une par une, en utilisant la même procédure que nous avons fait pour la date et le temps. C'est pareil pour la datetime. Il est possible de créer nous-mêmes notre objet datetime, de le spécifier. C'est en mettant d'abord l'année, le mois, le jour, les heures, les minutes, les secondes. Et voilà, donc on pourra s'arrêter à ce niveau. Et puis, essayer de le récupérer par la même façon. Le module Python Time fournit différentes fonctions liées au temps, surtout à ne pas le confondre avec la classe Time du module datetime. La fonction time renvoie sous forme de floton le temps en secondes depuis epoch. Au fait, epoch correspond au point de départ du temps qui est utilisé comme référence qui correspond au 1er janvier 1970, c'est l'ère Unix. On va maintenant essayer d'importer notre module time et puis on va essayer de récupérer le nombre de secondes écoulées depuis l'ère Unix. Donc c'est grâce à la fonction time du module time. Donc ici, comme vous pouvez voir sur la console, ça renvoie le nombre de secondes partant du 1er janvier 1970 jusqu'à maintenant. On va maintenant découvrir la fonction gmTime qui permet de convertir un temps qui est passé en argument exprimé en secondes depuis epoch et le renvoie sous forme de struct time au format UTC. Donc si on donne aucun paramètre à cette fonction, ça renvoie le temps d'aujourd'hui, d'accord, sous forme de struct time. Time year, ça correspond à l'année.
Time month, ça correspond au mois qui est dans une plage entre 1 et 12. D'accord? Et puis le time day, ça correspond au jour qui est dans un intervalle de 1 jusqu'à 31. Time hour, ça correspond à l'heure et qui correspond à une plage de 0 jusqu'à 23. Time minute qui correspond aux minutes à une plage de 0 jusqu'à 59. Et les secondes dans une plage de 0 jusqu'à 61. Et puis le time weekday, c'est le jour de la semaine. Donc, il correspond à une plage de 0 à 6, dont le 0 correspond au lundi. Le time year day, c'est le jour de l'année qui correspond à une plage entre 1 et 366 jours. Et time is days qui correspond à 0, 1 ou moins 1. C'est DST, en fait, c'est Daylight Saving Time qui correspond à l'heure d'été. Si on aimerait avoir les poches sous forme de struct time, donc il suffit pour nous de mettre un 0 comme argument sur notre fonction. Il est tout de même possible d'utiliser la fonction local time qui renvoie le temps local sous forme de struct time. Il existe encore beaucoup de fonctions qui concernent notre module time, comme vous pouvez voir sur la doc officielle. Donc, je vous invite à bien lire le contenu et d'essayer de tester l'exemple qui se trouve dans cette doc. Alors, parmi les fonctions intéressantes, on trouve la strf time qui permet de convertir un tuple ou une donnée, struct time, passé en second argument en une chaîne. Alors, le format de la chaîne est spécifié par le premier argument. Afin de pouvoir comprendre de quoi il s'agit, vous pouvez trouver un tableau des directives et de signification pour chacune. Donc, ici, sur cet exemple, nous aimerions convertir notre date du jour suivant le format qui est en premier argument. Donc, déjà, les directives, pourcentage A, pourcentage D, pourcentage P, pourcentage Y, pourcentage H, M et S. Donc, ça se trouve déjà dans le tableau ici. Pourcentage A, c'est un nom abrégé du jour, de la semaine selon les paramètres régionaux. Le pourcentage P, c'est le nom abrégé du mois. Le pourcentage D, le jour sous format décimal, donc de 0, 1 jusqu'à 31. Et pourcentage H, c'est les heures de 00 jusqu'à 23, les minutes et les secondes comme on a vu précédemment. Donc ici on va prendre la date du jour et on va essayer de la convertir suivant ce format, et comme vous pouvez voir sur le résultat qui est écrit en gris, donc vous pouvez déjà prendre cet exemple, le coller sur VS Code et puis l'exécuter. Ça va vous donner la date actuelle sous le format spécifié. Le module calendar permet d'afficher un calendrier et fournit des fonctions relatives au calendrier. Ce module définit une classe calendar qui va permettre de créer des objets de type calendrier et une classe texte calendar qui peut être utilisée pour générer des calendriers en un texte brut. Je vous invite à visiter la doc officielle afin d'avoir une idée des fonctions que vous pouvez utiliser pour ce module calendar. Donc voilà, notre vidéo touche à sa fin. Je vous souhaite un très bon courage et vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt.